Bon, Inch'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, salam alaikum, barakallahu fikum de votre présence, de m'accorder votre temps. Donc, sur ce webinaire qui va aborder le sujet de l'épargne avec bien sûr la thématique du moment, les vacances estivales. Donc, l'idée générale, c'est de présenter un peu 570 CDI, qui on est, ce que l'on fait, les solutions qu'on propose, les solutions d'épargne. Donc, aujourd'hui, ça va être acté à 100% sur l'épargne. Donc, des solutions qui vont permettre d'épargner, préparer des projets de vie, et puis d'anticiper des dépenses comme les vacances. Donc, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est, donc, Inch'Allah, de faire le webinaire sur, on va dire, 45 minutes, 1 heure max. Donc, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Première étape, je vais présenter 570 CISI, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, une présentation un peu des solutions qu'on propose. Puis après, Inch'Allah, on fera une session de questions-réponses s'il y a des questions. Bismillah. Alors, 570 CISI, donc, qui sommes-nous? Alors, donc, nous, on se présente comme un cabinet de gestion de patrimoine. Donc, notre activité principale, ça va être d'accompagner, d'aider les personnes qui nous sollicitent donc à réaliser leurs projets avec des solutions financières qui sont conformes à l'éthique musulmane. On va donc les accompagner dans la réalisation des projets de vie comme les financements immobiliers, c'est aussi pour lesquels on s'est fait connaître. Et puis aussi, on va les accompagner sur d'autres sujets, d'autres problématiques fiscales, successorales, et on va donc proposer des solutions conformes à l'éthique musulmane. Ces solutions, la particularité qu'on a, c'est qu'elles ont été développées et structurées par 570 CISI. C'est un travail qu'on a fait en étroite collaboration avec un comité de contrôle éthique, donc un consensus d'imams et de savants. Donc, c'est eux qui sont garants de la liste des solutions qu'on propose. Et donc, ces savants sont diplômés en finance et en droit, donc ils sont spécialistes. Et donc, ils vont intervenir avec nous dans le développement et la structuration de produits financiers, mais aussi vont intervenir, puisque comme on est un cabinet de gestion de patrimoine, on n'est pas une banque ni un établissement de crédit, on va être amené pour commercialiser et proposer nos solutions. Donc, on va être amené à travailler avec des acteurs de la finance conventionnelle, avec des assureurs, avec des sociétés de gestion. Et Sharia Board va intervenir aussi euh, comme un auditeur, un contrôleur, et va s'assurer que les partenariats qu'on va mettre en place respectent bien les règles qu'ils ont définies, qui permettent de pouvoir par la suite donc, attester que la solution, le process, les partenaires, l'organisation, de manière générale, répond aux critères éthiques, et donc délivrer une certification qui vient attester la conformité de nos solutions. Voilà. Donc, nous, on existe depuis 2010. On va donc amener, comme j'expliquais, du conseil d'accompagnement sur plusieurs sujets, entre autres aussi des sujets comme la zakat, qui est aussi un sujet sur lequel on a beaucoup de demandes et on demande d'intervenir. Historiquement, donc nous, on existe depuis 2010. Donc, comme je l'expliquais, on s'est fait connaître via le financement immobilier, donc la Murabaha. Et donc, entre 2010 et 2015, on s'est attelé à développer le financement avec d'abord le financement de résidences principales, ensuite des investissements locatifs, les résidences secondaires, et puis aussi des financements de locaux professionnels, pour l'instant ouverts uniquement aux professionnels de la santé. Et notre métier a évolué, et par conséquent aussi les produits qu'on a développés donc, se sont adaptés. Et ce qui fait qu'en 2018, on a ouvert, on va dire, on a répondu plutôt à un second besoin qui vient après l'accession à la propriété, qui est l'épargne. Et donc, on a développé une première solution qui était donc une réponse à un besoin de mettre de l'argent de côté avec cette notion de sécurité d'épargne. On est tourné vers la SCP, l'épargne immobilière, que je vais vous présenter, Inch'Allah. Et au fur et à mesure, pareil, en prenant de l'expérience, en faisant évoluer notre métier, on a
aussi fait évoluer les solutions. Et puis, on est venu ajouter donc, à l'épargne immobilière une deuxième solution qui est le contrat d'assurance vie. Donc, ça, c'est en 2020. Ça va être aussi une réponse à des besoins, on va dire, là, plutôt patrimoniaux, euh, fiscaux et successorales de transmission. Et en 2021, on a formalisé la gestion de patrimoine par un pôle patrimonial. Là, on a vraiment donc un Connexcap Patrimoine, donc la marque Connexcap Patrimoine est née. Et donc, on a un pôle patrimonial auquel j'appartiens, où là, en fait, on va être vraiment orienté sur l'accompagnement d'une clientèle qui a vraiment des besoins patrimoniaux et on a mis des experts en face. Et 2022, lancement de la troisième et dernière solution qu'on a aujourd'hui en termes d'épargne, qui est l'épargne retraite, qui arrive aussi au moment où c'est un sujet, la retraite en France, avec les réformes, et qui va aussi amener un autre besoin, qui est la défiscalisation. Donc, autant l'assurance vie elle-même, cette possibilité d'optimiser sa fiscalité, autant l'épargne retraite permet de pouvoir défiscaliser. Et puis, on continue donc de travailler à développer nos solutions et répondre à d'autres besoins. Voilà, donc on reste quand même assez solide, assez expert dans notre domaine. Donc 2010, pour résumer, donc la création de 570 CISI. Donc aujourd'hui, on est à peu près 5 agences réparties en France et sur l'île de la Réunion. Un peu plus d'une trentaine de collaborateurs, 130 000 membres sur le site internet, 5 000 clients qui nous ont fait confiance. Ça se monte par une collecte donc, de plus de 70 millions d'euros répartis sur nos solutions d'épargne, 650 millions d'euros aussi de financement immobilier, et puis, alhamdoulilah, aussi une satisfaction clientèle sur l'accompagnement qui dépasse les 95-98%. Donc voilà, donc on est stable, on existe depuis longtemps. On n'est pas forcément sur un marché qui va présenter pas mal de. On ne travaille pas dans un environnement qui est propice à développer et à travailler sur de la finance islamique. Mais on est là, alhamdoulilah, on est stable, on a des solutions et on arrive à travailler et à répondre aux besoins de la communauté. Donc, le sujet des vacances, donc comme je vous expliquais, le webinaire, on a utilisé, on va dire, la thématique des vacances pour pouvoir amener la partie épargne. Donc, l'idée, c'est d'avoir un budget équilibré pour avoir des vacances maîtrisées. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, quand on part en vacances, les postes sur lesquels on va avoir beaucoup de dépenses, ça va être l'hébergement, l'hôtel, la location Airbnb, ça va être le transport, la location d'un véhicule, ça va être l'alimentation, les restaurants et autres. Ça va être les activités, loisirs, et puis surtout, ça va être le shopping. Et donc, l'idée, pour pouvoir maîtriser son budget pendant cette période où on a tendance à beaucoup, beaucoup dépenser et se retrouver à la fin, au retour de vacances, un peu en train de se creuser la tête à dire comment je vais continuer ou je vais finir le mois. Et l'idée, c'est d'avoir quelques conseils qu'on peut mettre assez rapidement en place. Donc, première chose, c'est faire une liste de ses dépenses. Donc, c'est, par exemple, si je vais en Algérie ou chez ma famille, je sais que je n'aurai pas l'hébergement à prendre en compte. Donc, je sais quelles dépenses d'avoir et quelles dépenses ne pas avoir. Bien sûr, aussi définir un montant maximum que je vais allouer pour chaque dépense. Et aussi, bien sûr, prioriser quelles vont être celles que je vais mettre en premier, parce que je peux faire plus de shopping, je peux faire plus de restaurants. Donc, ça, on peut il est nécessaire de mettre en place un classement. Et puis, dernière chose aussi, prévoir une marge de sécurité financière, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un problème de santé à l'étranger, donc on ne peut pas être rapatrié en urgence et donc nécessite d'avoir cette sécurité, ce matelas de sécurité. Et donc, qui dit budget maîtrisé, vacances maîtrisées, une épargne assurée. Et donc, on peut se lancer sur comment préparer les autres projets et aussi comment préparer les futures vacances. Et donc, pour le coup, aujourd'hui, pourquoi on va épargner, pour quel motif on va épargner?
On va essentiellement épargner, la communauté va essentiellement épargner pour préparer l'avenir des enfants. C'est la première chose auquel on pense quand on est parent, c'est comment je peux préparer l'avenir de mes enfants. L'idée aussi, c'est de diversifier mon patrimoine. Comme on dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Comment je peux faire en sorte de pouvoir minimiser mon risque. Pour les personnes qui ont des problématiques fiscales, comment je peux optimiser ici ma fiscalité? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir faire en sorte que je fasse fructifier mon épargne et ne pas avoir la pression fiscale qui augmente? Préparer la retraite aussi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le système de retraite, il montre ses limites et qu'il va falloir soi-même préparer sa retraite. Et puis aussi, anticiper les autres sujets comme la succession, la requête, comment je peux anticiper et faciliter la transmission. Et donc, pour le coup, on va vous proposer donc 3 solutions qui sont complémentaires pour le coup. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne solution. Les 3 peuvent être mises en place en même temps, mais chacune va avoir ses avantages. Donc, la première solution, la SCPI, l'épargne immobilière, qui permet d'investir dans l'immobilier et donc investir dans la pierre et percevoir des revenus. Donc, avoir cette notion de sécurité de l'épargne. Ensuite, le contrat d'assurance vie, donc qui permet de pouvoir là aussi amener de la diversification de son patrimoine et répondre à des problématiques patrimoniales, donc fiscales et successorales. Et puis l'épargne retraite, le PER. Donc, comme ça, on dit que c'est pour épargner pour la retraite et qui va aussi répondre à cet objectif donc, de défiscaliser. Et donc, ces 3 solutions, je vais vous les présenter, Inch'Allah. L'ASCPI, donc l'épargne immobilière. Pour vous donner un peu le contexte, donc la SCPI, c'est la première solution qu'on a développée. C'est le fruit d'une réflexion que l'on a menée, dans laquelle on a pris en compte un peu les besoins de la communauté en termes d'épargne. On a sondé la communauté, on a dit qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui en termes d'épargne? Il n'y a rien sur le marché, qu'est-ce qui est attendu? Donc le retour qu'on a eu, c'était logiquement la sécurité. Je veux mettre de l'argent de côté, je veux sécuriser mon argent. Je ne veux pas que du jour au lendemain, on me dise c'est la crise financière, mon argent vaut 0, j'ai plus rien, j'ai tout perdu. Et d'autre côté, on doit prendre en compte aussi les impératifs du droit musulman. Parce que le cœur de métier, c'est la conformité éthique. Donc, amener une solution d'épargne qui répond aux critères éthiques. Et le critère éthique premier, quand il s'agit d'investir son argent, l'épargne, c'est la notion de prise de risque. Parce qu'une règle qui régit l'investissement, c'est la règle du partage des pertes et des profits. Ça veut dire qu'à partir du moment où je veux développer, faire fructifier mon épargne, et donc je veux gagner de l'argent, je suis obligé de prendre un risque. Et donc l'idée, ça a été de développer une solution qui amène la sécurité de l'épargne et cette notion de prise de risque. Et donc, on a réfléchi un peu à quel domaine on peut se tourner, dans quel domaine on peut investir. Et donc, on a regardé l'immobilier, puisque l'immobilier permet de pouvoir répondre à ces 2 impératifs. Donc, on a regardé ce qui se faisait. Donc, on a vu qu'il y avait des SCPI. Donc, en 2018, il n'y avait pas de SCPI qui était conforme à l'éthique musulmane. Et donc, on a décidé d'en développer une en partenariat avec le comité de contrôle éthique. Donc, la SCPI, ça veut dire Société civile de placement immobilier. C'est un fonds immobilier réglementé qui va fonctionner en fait sur la mutualisation de l'épargne. Ça veut dire qu'on va être plusieurs à mettre en commun notre argent dans un fonds immobilier. Cet argent-là va être investi dans la SCPI. Donc, on va être sociétaire dans ce fonds. On va faire appel à une société de gestion, donc une entreprise constituée de professionnels, majoritairement des ingénieurs dans l'immobilier et dans la finance, qui sont soumis au contrôle du Sharia Board qui s'appelle donc ASERFI. Et donc cette société de gestion va collecter l'épargne du fonds immobilier et va acheter des biens immobiliers. Ces biens immobiliers, on va les mettre en location et donc ça va générer un loyer et ce loyer va être redistribué aux épargnants.
Et donc, cette mécanique me permet, moi, en tant qu'épargnant, de mettre de l'argent de côté, de le valoriser, puisque cet argent-là va servir à acheter des biens immobiliers, donc mon épargne va être liée à de l'immobilier, de le faire fructifier, puisque comme je suis propriétaire via le fonds, donc j'ai le droit de percevoir des loyers, et donc je vais percevoir des loyers en fonction de la somme que j'ai investie. Sur la partie donc, conformité éthique, comme je l'ai expliqué, les SCPI, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui existe depuis une quarantaine d'années. Donc, nous, on a juste développé une SCPI, mais qui répond aux critères éthiques. Donc, la conformité éthique, elle repose sur 3 points. Donc, ça, c'est les éléments aussi de contrôle de la CERPI, donc le comité de contrôle éthique. Premier point, les achats se font au comptant, pas de dette. On ne va pas aller emprunter de l'argent, faire une murabaha pour financer les acquisitions immobilières. C'est la collecte qui va financer les achats. Donc, on achète au comptant. Donc, il n'y a pas non plus de dette. Donc, il y a une stabilité dans la SCPI. Il n'y a pas de risque de solvabilité. Ensuite, l'argent qui a été collecté et qui n'a pas encore été utilisé pour des achats immobiliers, donc c'est de la trésorerie. Donc, cette trésorerie, elle n'est pas placée. Il n'y a pas de placement de trésorerie. Ça veut dire que ni la banque qui détient le compte, ni la société de gestion ne peuvent placer l'argent le temps de faire un achat immobilier. L'argent reste et dort sur le compte, personne n'y touche, et est utilisé uniquement pour les achats immobiliers. Et puis, troisième point, les secteurs d'activité de nos locataires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre SCPI, nos locataires seront uniquement des professionnels ou des associations. Donc, c'est de l'immobilier professionnel. Donc, on a fait le choix de ne pas louer à des particuliers, puisque il y a beaucoup plus de risques en louant à des particuliers qu'à des pros. Donc, toujours encore une fois, l'idée d'amener une solution avec ce qui est sécurisé. Donc, on a multiplié les mécanismes de sécurité et donc le choix de louer à des professionnels et des associations est un élément qui permet d'amener une solution plus sécurisée. Et donc, on a été confronté au problème, comme ce sont des entreprises, donc il faut qu'on soit vigilant sur leur secteur d'activité. Et donc, pour le coup, donc on a établi une liste d'activités prohibées, donc orientées éthiques musulmanes, c'est-à-dire qu'on ne louera pas des entreprises qui travaillent dans l'alcool, dans l'armement, les produits pornographiques, pas d'entreprises comme des banques ou des assureurs, mais pas de banques conventionnelles, et éthique au sens large, avec, on va essayer de favoriser des entreprises qui vont être soucieuses de l'environnement ou soucieuses de la cause animale. Et donc, ça, c'est les 3 critères sur lesquels on est soumis au contrôle de la CERFI. Donc, aujourd'hui, donc on est donc là, à l'heure actuelle, on est à un peu plus d'une 38 biens immobiliers acquis, 38 biens répartis un petit peu partout en France. Donc, on a des biens à Paris, en Île-de-France, en province. La collecte totale aujourd'hui, elle est de 70 millions d'euros. On est à peu près un peu plus de 2000 épargnants dans la SCPI. Donc 70 millions d'euros de collecte, 38 biens immobiliers acquis. Ces biens aussi sont dans une stratégie d'amener toujours de la sécurité et de la rentabilité. On a fait le choix donc, de sélectionner, et ça c'est avec la stratégie de gestion, donc uniquement comme locataire des professionnels de la santé et de l'éducation. Les locataires, ça va être majoritairement des médecins, des cabinets médicaux, des pharmacies, ça peut être aussi des crèches. Voilà. Et donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on a une solution qui est sécurisée et qui va générer un certain rendement, une certaine rentabilité. Aujourd'hui, on est sur un rendement qui va être proche des 5%, donc un rendement qui n'a fait qu'augmenter depuis le lancement de la SCPI, et même pendant une période où ça a été compliqué, la période du Covid, qui a fortement impacté les marchés d'investissement locatif, et surtout professionnels, parce que confinement engendré des personnes qui ne peuvent pas aller au bureau, qui ne peuvent pas travailler, donc des entreprises qui ont fermé ou qui ont mis leur activité en stand-by et donc pas de locataires, pas de loyer perçu. Nous, comme on avait fait le choix de sélectionner que des entreprises du médical et de l'éducation, nos locataires, pendant cette période, ont travaillé et on continue donc à louer les biens et à verser un loyer. Et donc, ce qui a fait que pendant cette période, on a vu des CPI diminuer en rendement. Nous, c'était plutôt l'effet inverse, on était en hausse. Et donc, depuis le lancement, les rendements n'ont fait qu'augmenter. Aussi, le fait qu'on ait développé une SCPI qui est conforme à l'éthique
pas que musulmane, une expérience large, qui a fait qu'on a aussi été les pionniers sur l'épargne, on va dire, responsable. Et donc, on a aussi obtenu un label, on a fait partie des premiers euh, premières solutions financières d'épargne à être labellisé ISR, investissement socialement responsable, et avec aussi la stratégie qui porte ses fruits. On a été aussi, on a remporté pas mal de prix, le premier en 2021 de la meilleure SCPI labellisée ISR. Donc voilà. Donc on a une solution. Ce qu'il faut retenir, donc c'est qu'on a une solution qui est un couple de rendement risque très intéressant. Ça veut dire qu'on va gagner un certain gain sur l'investissement avec une prise de risque minime, accessible. Donc l'idée aussi, c'était de ramener une solution qui ne soit pas que aux personnes qui ont des grosses épargnes. L'idée, c'était que n'importe qui peut investir. Aujourd'hui, avec 1 000 euros, on peut investir dans l'immobilier. Aussi bien les personnes qui commencent à se créer un patrimoine ou qui repartent de zéro, ayant acquis leurs biens en comptant et ont mis tout leur argent dans leur achat immobilier. Elles peuvent donc se reconstituer une épargne avec donc, la SCPI, donc 1 000 euros. Les versements de loyer qui sont au trimestre. Donc ça, comme l'expliquais, c'est une solution qui va aussi générer un complément de revenus. C'est-à-dire que le loyer que vous allez percevoir tous les 3 mois, ce qui fait que annuellement, au cumul des loyers trimestriels, ça nous fait annuellement une rentabilité à 4,7. La rentabilité est toujours annuelle et les loyers sont distribués tous les trimestres. Et puis l'idée aussi, c'est que c'est une solution qui est gérée par un professionnel. Donc, on va déléguer toutes les tâches administratives et puis on va mettre en main notre épargne et la gestion de notre épargne à un professionnel. C'est son métier, d'investir dans l'immobilier, de faire des acquisitions et de faire des études de marché pour pouvoir investir au mieux. 2023, c'est une très bonne année pour la SCPI, puisque là, à ce jour, on a eu une revalorisation de l'épargne. Ça veut dire que les personnes qui ont investi ont vu leur épargne prendre 1%. Donc, on peut générer du gain de 2 manières dans une SCPI. Donc, il y a les rendements qu'on perçoit tous les trimestres. Donc, tous les ans, on a à peu près 4,7%. Et on a aussi la possibilité d'avoir notre épargne prendre de la valeur. Parce que comme notre épargne est liée à l'immobilier, si les biens immobiliers qu'on a prennent de la valeur, notre épargne va aussi prendre de la valeur. Donc là, pour le coup, en 2023, donc le 1er juillet 2023, on a eu une revalorisation de 1%. Ce qui veut dire que ce qui est pas mal. Donc, pour le coup, on était sur départ à 200 euros. Donc, quand on investit dans une SCPI, on ne va pas investir ensemble, on va acquérir des parts. Comme l'expliquer, on devient sociétaire, donc on va acquérir des parts. Donc, la part qui est à l'origine à 200 euros est passée à 202 euros. Et puis aussi, l'idée aussi, c'est de partir sur une stratégie d'investissement en Europe. Donc, potentiellement, on va commencer à faire des études de marché pour se lancer dans l'achat de biens dans des pays européens comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, entre autres. Et donc là, la société de gestion commence à faire un peu ce travail de prospection et de regarder un peu ce qui se fait sur le marché de nos voisins européens. Au niveau du suivi, ça aussi c'est très important. Donc l'idée d'être, quand vous confiez votre épargne et vos avoirs à 570 ISI, l'idée c'est que vous soyez aussi accompagné sur du moyen long terme. Et donc, vous allez être accompagné de plusieurs manières en termes de suivi de votre épargne. Donc, vous allez avoir donc bien sûr toute la partie tech, de consulter mon tableau de bord directement sur mon espace avec mon application, avec mon téléphone, là sur le site 570 ISI, et on vous redirigera aussi vers le site de Norma Capital, donc qui est la société de gestion. Vous avez aussi donc une newsletter qui est envoyée tous les mois par 570 ISI, orientée éthique, éthique musulmane, avec des sujets comme la zakat, un bulletin trimestriel donc, envoyé par la société de gestion, et puis un rapport annuel. Et vous avez aussi donc le conseiller, entre autres, qui vous accompagnera par des rendez-vous pour faire un peu le suivi de votre épargne et potentiellement aussi réorienter votre épargne, puisqu'on sait que la vie financière évolue en fonction de sa vie.
peux avoir des projets maintenant en étant célibataire, et puis mes projets peuvent évoluer si je me marie et j'ai des enfants, si je change de pays, ou si je suis salarié et que je reprends mes études et que je passe à mon compte. Donc forcément, je ne vais pas avoir les mêmes besoins, les mêmes attentes. Donc comme ça évolue, forcément, il faut que votre épargne aussi évolue. Et donc vous aurez aussi un conseiller qui va être là pour vous accompagner sur du moyen terme. Voilà. On va faire, on va essayer de faire les questions sur la SCPI. Pas que, euh, alors, la SCPI par démembrement. Alors, le démembrement, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc la SCPI, on peut acquérir des parts de SCPI de deux manières. On peut acquérir des parts de SCPI, donc soit en direct, classique. Je mets mon argent, je suis propriétaire de parts et je perçois les revenus locatifs. Ou alors, il y a une forme d'acquisition qui s'appelle le démembrement qui permet aussi d'avoir la particularité donc d'acheter uniquement donc soit l'usufruit, soit la nue propriété. Donc là, pour le coup, ce qu'on proposera, ce sera la nue propriété. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais acheter des parts à un prix inférieur au prix réel. Euh, Par exemple, je vais investir 100 000 euros dans la SCPI, mais la valeur réelle, ça sera 150 000 euros. En faisant ça pendant une durée qui va être définie, on va dire par exemple 10 ans. Donc pendant 10 ans, je vais investir 100 000 euros. Je vais investir 100 000 euros. Pendant 10 ans, je ne peux pas les récupérer. Ces 100 000 euros, leur valeur réelle, c'est 150 000 euros. En faisant ça, donc, je renonce à la perception des revenus locatifs. Donc ça, c'est un moyen de pouvoir éviter la taxation sur les revenus de la SCPI. Ce qu'il faut savoir, c'est que les revenus que vous allez percevoir sont soumis à déclaration sur votre avis d'imposition. Et donc, le démembrement, c'est un outil qui permet donc d'investir dans la SCPI et de ne pas être taxé. Et donc, en contrepartie du fait que voilà, j'achète des parts à un prix inférieur au prix du marché pendant une durée définie et je renonce au loyer, au bout de 10 ans, je récupère la valeur réelle, donc dans mon exemple, 150 000 euros, sans, sans frais, sans fiscalité. Donc ça, c'est un outil qui permet donc de pouvoir contourner la fiscalité. L'investissement en démembrement, bah, ça c'est au cas par cas. Tout va dépendre de votre situation, tout va dépendre de vos besoins, puisque en investissant en démembrement, on renonce à la liquidité. Ça veut dire que cette part-là, si j'investis, je ne peux pas la récupérer pendant la durée qui a été définie. Et donc, c'est pratiquement impossible de débloquer cet argent avant. Donc après, voilà, tout va dépendre. Mon avis, je n'ai pas d'avis, tout va dépendre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a une situation spécifique, des besoins spécifiques, et par conséquent, une solution adaptée. Donc, on peut le faire. Ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, qui n'ont pas besoin de disponibilité et qui sont fortement taxés et qui ne veulent pas que les gains générés par la SCPI leur fassent payer plus d'impôts, ou qui ne puissent pas percevoir 100% des gains générés puisque la taxation est forte. Combien d'actifs en ce moment? Donc, on a à peu près 37-38 biens immobiliers acquis qui entre aujourd'hui et 2019. Alors, faire Invest, c'est le nom de la SCPI. Donc, c'est pas la SCPI, ça ne s'appelle pas la SCPI ISI 570. Donc, ISI 570, c'est donc, l'entreprise qui a développé, qui a structuré la SCPI. On a conçu, on a créé la SCPI. Et le nom de la SCPI, c'est Faire Invest. Alors, les frais dans une SCPI, donc ça va être des frais liés à l'immobilier. Donc, on va être sur des frais d'entrée de 10%. La particularité des frais dans une SCPI, c'est qu'ils sont calculés sur la somme que vous allez verser et ils ne sont pas déduits. Ils seront déduits qu'à la sortie. Donc, si je mets 100 000 euros, j'ai 100 000 euros qui sont placés, mais j'ai 100 000 euros qui vont me générer 4,7% annuellement. Le jour où je vais récupérer mon argent, à ce moment-là, donc, je vais revendre mes parts à la valeur, à la date de la revente. Donc, si entre-temps, mon épargne a pris 1% de valeur, ben, ce ne sera pas 100, mais 100% plus 1%. 100 000 euros, pardon, plus avec la prise de valeur de 1%. Et à ce moment-là, donc, quand je vais récupérer mon argent, la société de gestion va venir déduire les frais qui ont été calculés à l'entrée. D'où le fait que c'est de l'épargne sur du moyen long terme. L'immobilier, c'est du moyen long terme. Ce n'est pas un livret A. Pas je mets de l'argent, c'est de l'immobilier, c'est sécurisé, et puis je récupère quand je veux.
pouvez le récupérer quand vous voulez. Mais si vous récupérez avant un certain temps, il faudra accepter de perdre, puisque l'argent n'a pas été placé pendant une durée qui permet d'amortir ce prêt. Et l'amortissement de ces prêts va se faire par les rendements, donc les loyers que vous allez percevoir tous les trimestres, et la possible prise de valeur de votre épargne. Donc, en moyenne, la durée conseillée d'investissement dans l'immobilier, c'est 5 ans. On va, je vais encore répondre une question. La zaquette, alors, si j'aurais pas le temps de répondre à toutes les questions, mais de manière générale, de toute façon, on pourra se fixer un rendez-vous individuellement et après, on pourra rentrer plus en détail. La zaquette, c'est aussi un sujet important. Donc, la zaquette, donc, comment est calculée la zaquette sur la SCPI? Donc, la SCPI, comme c'est de l'investissement dans l'immobilier, la SCPI n'est pas soumise à la zaquette. Les rendements locatifs, les loyers, eux, sont soumis aux zaquettes si vous les conservez, sauf si vous les réinvestissez. Donc, vous pouvez les réinvestir par des versements ponctuels ou programmés. Euh, Néanmoins, il y a quand même une petite partie qui est soumise à la zaquette dans l'investissement. C'est la partie trésorerie. Pour rappel, quand on investit dans la SCPI, donc il y a l'argent qui est investi. L'argent n'est pas tout de suite injecté ou utilisé pour acheter un bien immobilier. Il y a de la trésorerie. Et donc cette trésorerie, elle est soumise à la zakat. Donc dans la newsletter qu'on envoie mensuelle, on indique la trésorerie de la SCPI. Par exemple, là, le mois dernier, on était sur une trésorerie à 10%. Ça veut dire que sur 70 millions d'euros de collecte, on a 7 millions d'euros de trésorerie. Donc si j'ai 10% de trésorerie, ce qui se passe, je vais calculer, je vais appliquer ces 10% à mon épargne et je vais calculer ma zakat dessus. Si j'ai 100 000 euros, je prends 10%, donc 10 000 euros, et je vais calculer 2,5% de 10 000 euros. Et donc, je donnerai 2,5% de 10 000 euros pour 100 000 euros investis. Et donc, tous les mois, on a cette newsletter où on met à jour ce ratio de trésorerie. Et encore une fois, il y a le conseiller qui est là. Moi, les premières années, je le fais avec les personnes que j'accompagne. Euh, je fais un état des lieux, je me fais un rendez-vous zakat, on fait un état des lieux du patrimoine et donc la SCPI aussi. Et puis, on calcule ensemble comment on fait, on, on fait le calcul ensemble. Voilà. Donc, désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, parce que sinon, on va dépasser au niveau du timing. Mais encore une fois, on pourra se fixer un deuxième rendez-vous individuellement, où on pourra reprendre les questions. Donc, deuxième solution qui a été développée, donc c'est le contrat d'assurance vie. Donc, elle a été structurée donc avec pour objectif de répondre à des problématiques patrimoniales. Alors, tout d'abord, on va retirer l'idée reçue de l'assurance vie avec l'assurance décès. Donc, l'assurance vie, c'est de l'épargne qui est régie par un assureur. L'assurance décès, c'est une assurance, c'est haram, pas conforme à l'éthique musulmane. L'assurance vie, c'est une solution d'épargne. D'accord. Alors, l'assurance vie, comme elles sont présentées par les banques aujourd'hui et par les assureurs, ne sont pas conformes puisqu'il y a des éléments qui font appel à de l'intérêt, à de riba. Donc, c'est pour ça qu'on a développé on a retiré ces éléments-là. Donc, l'assurance vie, donc, c'est une épargne donc, qui permet, donc, comme on a dit, donc, de mettre de l'argent de côté. Donc, toujours avec cet objectif de pouvoir préparer des projets futurs. Donc, je mets de l'argent de côté. Cet argent-là va être placé. Et, donc, l'assurance vie va aussi pouvoir permettre de répondre à des problématiques donc, fiscales et successorales. Ce qui fait que, comme on a une solution d'épargne qui a l'avantage de mettre de l'argent de côté et puis nous donne des avantages fiscaux, fait qu'aujourd'hui, l'assurance vie, c'est le produit préféré des Français. C'est pour ça aussi qu'on s'est en développer une, que la communauté puisse avoir accès aussi à cette solution qui présente de nombreux avantages. Donc, sur la partie épargne, donc comment ça fonctionne donc, l'assurance vie présente l'avantage de pouvoir investir sur différents domaines. Là où, par exemple, la SCPI, c'est uniquement de l'immobilier, j'achète des biens immobiliers, c'est du locatif. Là, l'assurance vie me permet de pouvoir diversifier mes investissements et donc diversifier mes domaines d'investissement. Alors, la différence entre contrat d'assurance vie classique et contrat d'assurance vie chez la compagnie, donc c'est surtout dans où est investi votre argent. Donc, souvent, sur un contrat classique, on va trouver ce qu'on appelle le fonds défensif. Les banques, vous allez trouver souvent aussi la dénomination de fonds euros. Donc, ça, ce n'est pas un fonds qui est conforme puisqu'il fait appel à de l'intérêt et c'est un
contrat qui est garanti, un capital garanti. Donc, on vous assure, quoi qu'il arrive, de récupérer votre argent. Et donc, ça, c'est pas qu'on parle. Donc, nous, on en a développé un, on a retiré ce fonds défensif. Donc, il n'y a pas de fonds défensif, de fonds à capital garanti sur le contrat, mais on va avoir donc soit une équivalence, donc, ça peut être donc un fonds d'infrastructure immobilière, moyen long terme, comme l'achat et l'exploitation de ponts, d'autoroutes. Donc, ça, c'est un fonds qu'on a développé avec une banque où l'argent va être investi dans ces investissements, dans ce fonds d'infrastructure. Et on va générer peu de rendement, mais on prend pratiquement pas de risque. C'est l'achat, l'exploitation de ponts, d'autoroutes, d'une résidence sportive, hospitalière, touristique. Et puis, on va aussi donc, majoritairement investir notre argent sur ce qu'on appelle des unités de compte. Et là, pour le coup, il y a deux domaines d'investissement. On va avoir ce qu'on appelle les sous-couches ou les actions. Alors, les sous-couches, ce sont des titres d'investissement qui vont générer donc un profit, qui vont servir à financer des projets, souvent d'utilité publique, et qui permet donc de pouvoir investir sur les marchés dans un domaine qui va être moins risqué que les actions. Pour vous donner un exemple d'un investissement sous couple, imaginons demain on a je sais pas, un État qui veut construire un aéroport, par exemple on va dire l'Arabie Saoudite veut construire un aéroport, donc elle va mettre des titres d'investissement en sous couple. Moi en tant qu'investisseur, j'investis mon argent, cet argent-là va servir à financer l'aéroport, on va définir une durée d'investissement et pour le revenu que je vais dégager, ça va être le revenu de l'exploitation de l'aéroport. Donc, je prends quand même un risque, puisque je risque que l'émetteur fasse faillite. Là, on parle d'un État, mais ça peut être aussi une grosse institution. Et je prends aussi le risque que le projet n'aboutisse pas, ne fonctionne pas. L'aéroport ne génère pas assez de revenus ou que l'aéroport ne se construise pas. Donc, on prend un risque, mais ça reste quand même assez mineur par rapport à des actions. Et donc, là, ça, c'est donc un domaine d'investissement qui va être entre l'immobilier et les actions. Et puis après, vous avez les actions. Donc, des actions qui sont bien sûr aussi sélectionnées rigoureusement selon des critères éthiques. Donc, on va regarder le secteur d'activité, on va regarder toute la partie comptabilité de l'entreprise, son ratio d'endettement, son ratio de capitalisation boursière. Donc, il y a pas mal d'informations qui vont être checkées. Pour le coup, donc c'est pas 570 ISI qui va checker ça, donc on a ce qu'on appelle un asset manager, donc un gestionnaire de fonds. Donc, c'est le métier. Donc, qui va sélectionner les fonds selon des critères bien précis. Toujours, bien sûr, on a le Sharia Board qui est là aussi pour contrôler. Pour rappel, toutes nos solutions font l'objet d'une certification de ce comité de contrôle éthique. Donc voilà, donc ça, c'est les domaines dans lesquels vous allez investir votre argent. Après, vous n'allez pas me dire, je vais mettre un peu sur le fonds infrastructure, un peu sur les sous-coupes ou un peu sur les actions. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini des profils, donc qui vont être définis en fonction du risque. Donc on va avoir un profil prudent, équilibré et dynamique. Et à l'intérieur de ce profil, on va répartir l'argent dans les domaines en fonction du profil. Par exemple, un profil prudent, on va avoir une grosse répartition entre le fonds infrastructure et les sous-coupes. Là où le profil dynamique, il va avoir une grosse partie de l'épargne investie dans les actions. Donc, on définit ensemble votre profil. Ce profil-là, il peut évoluer, il peut changer. C'est-à-dire qu'on peut partir sur un profil prudent et puis au fur et à mesure du temps, réorienter l'épargne sur un peu plus équilibré ou dynamique, pour faire l'inverse. On peut changer, on a le droit de changer une fois par an, gratuitement, sans frais. Donc voilà, donc ça c'est la partie épargne. Donc là, pour vous donner un peu une idée, donc les trois profils prudent, équilibré, dynamique. Donc la note risque, c'est une échelle de risque qui a été déterminée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui permet de pouvoir comprendre si le placement est risqué ou pas en un coup d'œil. Là, je sais que c'est 3 sur 7. Donc 3 sur 7, c'est plus risqué. Donc 1, c'est placement plus risqué, donc c'est tout ce qui va être livret d'épargne et autres. 7, c'est tout ce qui va être action. Donc 3 sur 7, on est sur la partie la plus accessible en tant que musulman, parce qu'encore une fois, prendre en compte qu'on est obligé de prendre un risque si on fait fructifier son argent. Donc tout ce qui est noté 1 et 2, pas forcément adapté pour nous, pour la communauté. Donc 3 sur 7, c'est-à-dire que c'est le premier, sachant que la SCP aussi est notée 3 sur 7. L'équilibré, donc 4 sur 7, le dynamique 6 sur 7. Et on va avoir des rendements qui vont on va plutôt être sur du 5, 4-5% jusqu'à 10%, sachant bien sûr que c'est des rendements qui sont lissés,
Ça ne veut pas dire que si je mets sur le prudent, je suis sûr d'avoir du 5,98 tous les ans. Ça, c'est une moyenne lissée sur 10 ans qui permet de pouvoir avoir, si je fais une moyenne de tout ce que j'ai mis sur 10 ans, ça me fera 6% à peu près par an. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des périodes où je vais faire du 6-7% et des périodes où je peux être en moins-value. Alors, pour le coup, ça va être plutôt sur les profils plutôt équilibrés et dynamiques. On a cette prise de risque. Là, au profil prudent, on peut aller sur quelque chose qui est assez, on va dire, euh, safe. Et donc, l'utilisation, les deuxièmes objectifs de l'assurance vie. Donc, ça va être, donc, comme j'ai expliqué, l'avantage fiscal. Donc, en gros, l'assurance vie, donc, comme je l'ai expliqué, vous mettez votre argent, vous le faites fructifier. Et on va dire l'avantage numéro un, c'est donc la partie fiscale. Ça veut dire que les gains que je vais générer sont automatiquement réinvestis. Et comme ils sont automatiquement réinvestis sur mon épargne, comme je ne les perçois pas, par exemple, pour faire le parallèle avec la SCPI, j'ai un complément de revenu. Tous les 3 mois, j'ai mon loyer qui va tomber sur mon compte et je devrais le déclarer sur ma fiche d'imposition. Là, l'assurance vie permet en fait de réinvestir votre épargne automatiquement. Et comme ils sont réinvestis automatiquement, il n'y a pas de fiscalité sur les gains que j'ai générés. Le jour où je vais avoir besoin de mon argent, parce que c'est l'épargne, l'assurance vie est une épargne qui est disponible, je peux récupérer mon épargne à tout moment. Donc, le jour où je vais récupérer mon argent, eh ben, il va y avoir 2 cas de figure. Est-ce que mon épargne, mon contrat d'assurance vie, il a moins de 8 ans ou plus de 8 ans? Donc, quand je parle de moins de 8 ans, plus de 8 ans, je parle bien de l'âge de mon contrat, depuis quand j'ai ouvert mon contrat d'assurance vie. On ne regardera pas si vous avez versé ou pas. On parle vraiment de depuis quand je l'ai ouvert. Si je l'ai ouvert avant 8 ans, je n'ai pas le choix. Donc, au moment du retrait, donc je retire, par exemple, là, je donne un exemple, je retire on est en 2023, j'ouvre mon contrat en 2023, je retire entre 2023 et 2031. Donc, si je retire pendant cette plage, j'ai pas le choix. Donc, la partie gain de mon retrait sera soumise à déclaration. Imaginons, j'ai 100 000 euros sur mon contrat, je retire 20 000 euros pour acheter une voiture entre 2023 et 2031. Sur les 20 000 euros, il y a 18 000 euros, c'est de l'argent que j'ai mis de côté. Donc, ça, c'est pas soumis à impôt. Les 2 000 euros qui correspondent au gain, bah, eux, je vais devoir les déclarer sur ma fiche d'imposition. Et donc, sont soumis à l'impôt sur le revenu et plus les prélèvements sociaux. Ou alors, on peut aussi appliquer le prélèvement technique. Mais ça, je ne vais pas rentrer plus en détail. Je l'expliquerai individuellement lors des rendez-vous. Donc, ça va. Donc, si je retire avant les 8 ans. Si je retire après les 8 ans, là, je bénéficie de ce qu'on appelle un abattement, qui est donc de 4 600 euros pour un célibataire et 9 200 euros pour un couple. Donc, ça veut dire, cet abattement va me permettre de pouvoir réduire, voire annuler la taxation sur les gains que je vais générer. Toujours dans le même exemple, hein, donc je retire en 2035 toujours 20 000 euros. Donc, il y a toujours 18 000 euros de capital d'épargne et 2 000 euros de gain. Bah, ces 2 000 euros, bah, je suis célibataire. Ces 2 000 euros sont en dessous des 4 600 de mon abattement. Et bah, je ne serai pas taxé sur cette épargne. D'accord? Et c'est un abattement qui est annuel. Donc, je bénéficie de cet abattement tous les ans. Donc, d'où l'utilité aussi de faire des versements aussi euh, partiels euh, pour pouvoir optimiser aussi la partie fiscale au moment des retraites. Donc, si on est là, donc là, on est sur la partie avantage fiscal. Donc, et dernier avantage, l'avantage successoral. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur un contrat d'assurance vie, donc on a l'avantage, nous en tant que musulmans, de mettre un mini testament. Ça veut dire que lorsque je vais mettre en place mon épargne, je vais désigner des bénéficiaires en cas de décès. Et donc ces bénéficiaires-là, donc je peux indiquer, nommer et mettre une répartition précise euh, de mes bénéficiaires. Et donc là, je peux appliquer le droit musulman. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que distinction pour le droit français, le droit musulman, lorsqu'il y a une transmission, par exemple, dans le droit français, quand il y a un décès, c'est donc le conjoint survivant et les enfants qui héritent. Le droit musulman, les parents, s'ils sont vivants, peuvent hériter aussi, enfin, doivent hériter aussi. Pareil, un garçon et une fille n'ont pas le même pourcentage de,
de- de- d'héritage, alors que le droit français, c'est du part égale. Donc là, on peut donc appliquer un mini-testament qui va s'appliquer donc uniquement sur l'épargne que j'ai sur mon contrat d'assurance vie. Et donc, en cas de décès, cet argent-là va être transmis à mes bénéficiaires. Et donc, ces bénéficiaires vont éviter, jusqu'à 152 500 euros, les possibles droits de succession. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si je bâtis un décès, euh, les bénéficiaires de mon patrimoine, ça peut être ma résidence principale, mes investissements locatifs, mon patrimoine financier, vont être transmis euh, à mes bénéficiaires et ils peuvent se retrouver à payer donc, des impôts, des droits de succession pour hériter. Et en France, c'est simple, hein, si je ne paye pas les droits de succession, je ne peux pas hériter. Donc l'assurance vie permet en fait de pouvoir baisser la taxation sur mon patrimoine. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, donc c'est contrat Sharia compliant, euh, où on est parti sur la base d'un contrat d'assurance vie classique. On a retiré les éléments non conformes, pas d'assurance décès, pas de rente viagère, pas de déblocage de ce type. Les fonds rigoureusement sélectionnés selon des critères éthiques. La gestion via un asset manager qui est soumis au contrôle donc de l'ACERFI, le comité de contrôle éthique. Et donc, l'assurance vie me permet de mettre de l'argent de côté, faire fructifier cet argent et bénéficier des avantages fiscaux et successoraux. Et après, bien sûr, aussi, je peux sélectionner, comme c'est ouvert à tous, je peux sélectionner mes fonds en fonction de mes objectifs et de mon appétence au risque. Est-ce qu'il y a des questions sur l'assurance vie? Il n'y a pas eu de questions depuis. OK, bon, comme il n'y a pas d'autres questions, on va avancer. Donc, dernière solution qu'on a développée, donc l'épargne retraite. Donc, l'épargne retraite, c'est à peu près le même fonctionnement qu'un contrat d'assurance vie. C'est un véhicule d'investissement, c'est une enveloppe fiscale, donc qui permet d'investir son argent, de le faire fructifier, de ne pas être soumis à déclaration d'imposition sur les gains, puisque l'argent est automatiquement réinvesti sur la partie gain. La différence, c'est que l'argent est bloqué. Donc, quand j'investis mon argent dans un PER, je vais bloquer mon argent. Donc, je vais immobiliser mon épargne et dans le but de préparer ma retraite. Donc, je vais débloquer mon argent uniquement pour la retraite. Et il y a deux autres cas où je peux le débloquer. C'est si je veux acheter ma résidence principale ou si je veux agrandir ma résidence principale en France ou à l'étranger. Et en cas de coup de jour. Donc, il y a 5 cas, on va appeler les 5 cas coup de jour où je peux débloquer aussi exceptionnellement mon argent. C'est le décès, l'invalidité, les fins de droit d'allocation chômage, le surendettement, et si je suis en gérant d'entreprise, une cessation d'activité suite à une liquidation judiciaire. Voilà, donc ça, c'est uniquement dans ces cas-là où je peux retirer mon argent. Donc, retraite, achat de la résidence principale ou agrandissement de la résidence principale, et les cas coup dur. Donc, je vais bloquer mon argent. Et donc, la contrepartie du fait que je vais bloquer mon argent, et comme je mets de l'argent de côté pour préparer ma retraite, l'État me fait un cadeau fiscal. Donc, d'où l'utilisation du PER, c'est vraiment pour amener de la défiscalisation. Et donc, en gros, à chaque fois que je vais verser de l'argent, en fonction de ma tranche marginale d'imposition, donc plus je paye des impôts, plus ça va être intéressant, je vais avoir une réduction, et donc l'État me fera un remboursement d'impôts l'année d'après. Donc, toutes les personnes qui vont ouvrir un PER, qui vont souscrire avant le 31 décembre 2023, en fonction des sommes qu'ils vont verser et leur tranche d'imposition, pourront déclarer ce versement sur leur avis d'imposition et auront une réduction d'impôt. Donc, l'État fait un remboursement. Après, au niveau du fonctionnement, c'est la même chose. C'est aussi un outil de transmission. Il y a aussi un mini-testament. On va indiquer les bénéficiaires, on peut indiquer les bénéficiaires sur le droit musulman. Et bien sûr, donc, une exonération, un abattement de 152 000 euros par bénéficiaire pour la transmission. Après, au niveau du fonctionnement, c'est simple. Donc, tout le monde peut ouvrir un plan épargne retraite.
On peut l'alimenter donc d'un versement initial, un versement programmé, des versements complémentaires. On peut aussi transférer. Donc, si vous avez des anciens PER ou si vous avez un PER de votre employeur actuel, vous pouvez donc purifier et mettre votre épargne retraite en conformité en transférant l'argent sur le PER qu'on propose. Le montant de défiscalisation va aussi dépendre du plafond. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État a mis un plafond d'épargne retraite que vous retrouvez sur votre avis d'imposition et qui vous permet donc de pouvoir avoir une idée à peu près des sommes que vous pouvez verser. Donc là, par exemple, sur l'exemple, 15 103 euros, c'est la somme maximum qui permet de pouvoir bénéficier d'une déduction d'impôt. Ça ne veut pas dire que je vais avoir 15 000 euros de remboursement d'impôt. Ça veut dire que si je mets 16 000 euros, mon calcul de déduction d'impôt se fera sur 15 103. Donc, d'où aussi l'idée d'optimiser, de voir quelle stratégie je peux mettre en place pour pouvoir épargner pour ma retraite, immobiliser cet argent, mais ne pas mettre trop d'argent, garder quand même de la liquidité, de la disponibilité, et voir en fonction de ça quelle somme je peux mettre pour pouvoir optimiser et défiscaliser. Voilà. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les plans épargne retraite collectif, donc les PERCO, donc aussi souvent ouverts avec vos employeurs, on peut les transférer aussi, même les PERCO, et c'est tous les 3 ans. Donc, il y a plusieurs types de PER pro. Donc, vous avez les anciens contrats, mais aussi les plans épargne retraite collectif. Donc, on ne pourra pas transférer le contrat, donc on pourra transférer les fonds et le contrat restera ouvert et vous pourrez faire un transfert tous les 3 ans. Alors, des questions? Alors, la solution la plus adaptée pour épargner au lieu de faire un Hajj, M. Benouis. Tout va dépendre de quand est-ce que vous souhaitez concrétiser votre Hajj. Si vous souhaitez le concrétiser sur du court terme, on n'a pas de solution. Il n'y aura pas de solution à vous proposer à part l'ouverture d'un deuxième compte courant où vous allez mettre de l'argent de côté qui reste disponible, puisque la plupart de nos solutions nécessitent d'épargner sur du moyen long terme. Donc, si vous voulez concrétiser votre Hajj dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on va plutôt aller partir sur un compte courant, ouvrir un deuxième compte courant et mettre l'argent de côté. Par contre, si on est sur du moyen long terme, à ce moment-là, tout va dépendre de votre situation. Euh, donc, quelle est votre situation professionnelle, quel est votre patrimoine, quels sont vos autres projets, est-ce que vous payez des impôts, est-ce que vous ne payez pas d'impôts. Voilà. Tout ça va dépendre. D'où le fait, et donc ça me permet de pouvoir rebondir sur le parcours de souscription. Toujours en premier lieu, il y a un audit patrimonial. On fait un point ensemble. C'est pas juste la SCPI, ça me paraît bien, ou j'ai compris la SCPI, j'ai pas compris les autres, je vais faire de la SCPI. Non. On fait un audit patrimonial, on fait un état des lieux de votre situation. Pas oublier que vous avez en face de vous des professionnels, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui ont des compétences, qui vont pouvoir vous dire en fonction de votre situation personnelle, professionnelle, patrimoniale, vous dire quelle est la solution la plus adaptée. Et nous qui sommes plus à même de vous dire quelle est la solution. Et pas la SCPI, c'est de l'immobilier, ça a l'air safe, j'y vais. Non. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est pas aussi safe qu'on peut le penser. Voilà, donc il y a cet audit patrimonial en premier lieu. Donc tout passe par un premier rendez-vous. On fait un audit. En plus, vous avez l'avantage, c'est que on offre les audits patrimoniaux. La plupart des cabinets de gestion de patrimoine facturent l'audit patrimonial. Alors juste le fait de prendre un rendez-vous et de faire un point sur votre situation, de vous dire voilà, au vu de ce que j'ai vu, au vu de ce que vous m'avez dit, pardon, et des informations que vous m'avez communiquées, voilà ce que je vous préconise. Souscrivez ou souscrivez pas, peu importe. Juste ce travail-là, je vous le facture. Nous, on vous l'offre. Ensuite, à partir de l'audit, on va faire des préconisations. On va dire, pour préparer votre Hajj, M. Benouis, je vous invite, qui est dans 10 ans, je vous invite à mettre X euros sur de la SCPI, X euros sur le contrat d'assurance vie, d'alimenter la SCPI de X euros tous les mois, d'alimenter le contrat d'assurance vie de X euros tous les mois. Et peut-être que ça va vous faire payer un peu plus d'impôts. Et on peut investir X euros sur le plan épargne retraite pour compenser les revenus que vous allez percevoir. Et là, on optimise, on diversifie. Et on arrive sur un objectif, donc on arrive à concrétiser son projet de manière la plus optimisée. Après la préconisation, et si on valide ensemble, c'est nos préco, on passe à la souscription, qui va être majoritairement digitale. Pas besoin
d'imprimer des papiers, de les signer, de les renvoyer. Tout se fait par signature électronique. Les rendez-vous aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être téléphonique, ça peut être en physique ou en visio. Donc, nous, donc, le local, on est à Bercy. On peut faire aussi une visio pour les personnes qui sont en province ou qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis après la souscription et la validation, bien sûr, comme je l'expliquais, il y a un suivi. J'accompagne mes clients, 3 rendez-vous annuels, au moment de la déclaration de la zaquette, au moment de la déclaration des impôts, et une fois minimum par an, faire un bilan d'évolution de la situation et surtout si la stratégie est toujours adaptée. Encore une fois, votre vie elle va évoluer, vos projets vont évoluer. La stratégie que je vais vous proposer maintenant, à l'instant T, peut-être qu'elle ne sera plus adaptée dans 5 ans, si vous avez changé de travail, si vous avez changé de statut, si vous avez changé de situation familiale. Donc, il y a un suivi et un accompagnement. Alors, y a-t-il un suivi web de l'assurance? Alors, je pense que vous devez parler du dashboard, donc le tableau de bord. Donc oui, il y a un tableau de bord avec l'assurance vie, avec le PER. Donc, vous avez aussi des identifiants pour vous connecter. Alors, je ne l'ai pas dit, mais donc il y a un dashboard et il y a aussi un relevé d'informations annuel. Donc, les assureurs, souvent, n'envoient qu'un relevé d'informations annuel. Puis, il y a le conseiller, donc qui sera là pour vous accompagner, comme je vous l'ai dit, par des rendez-vous. Chez Benouis, on peut se fixer un rendez-vous, parce que là, vous me donnez votre situation. Il n'y a pas besoin de, je pense, évoquer la stratégie ensemble. Mais ben, de toute façon, j'ai vos coordonnées, donc je vous appellerai et on se fixera, Inch'Allah, un rendez-vous pour, euh, pour le bilan. Euh, Ensuite, donc, il y a le seuil pour l'assurance vie, c'est quelqu'un doit le. Alors, déjà, je n'ai pas compris la question, si vous pouvez la reformuler. Les revenus espérés en PER, on est à peu près sur la même chose que sur l'assurance vie. Comme je l'expliquais, on est parti sur le même socle. Donc, c'est à peu près les mêmes éléments. Donc, 3 profils, prudent, équilibré, dynamique. À peu près la même répartition. C'est le même asset manager qui s'occupe et c'est le même assureur. Donc, l'assureur qui est français, donc c'est Crédit Mutuel Arkea. Donc, on a développé avec eux le contrat d'assurance vie et le plan épargne retraite. Donc, c'est à peu près les mêmes fonds, les mêmes profils, à peu près la même rentabilité. Juste la différence, comme je l'expliquais, c'est que l'assurance vie, on optimise la fiscalité et c'est disponible. Le PER, on défiscalise et c'est bloqué. Bon, il est 19h35. On a même dépassé de 5 minutes. Combien le montant minimum à la souscription? L'assurance vie, c'est 1 000 euros. Possibilité de faire des versements programmés de 50 euros par mois. Le PER, c'est 1 000 euros et 50 euros pour le transfert. Donc, si vous souhaitez transférer votre PER, vos anciens PER sur celui qu'on vous propose, on est sur un versement de 50 euros. Et pareil, pour les versements programmés, on peut faire des versements donc, automatiques. Donc l'assurance vie, donc 50 euros minimum par mois. Le PER, c'est donc minimum 100 euros par mois, 300 euros minimum par trimestre, 600 euros minimum par semestre ou 1 000 euros minimum annuel. Ok, bon, en termes de délai, on est bon. Bah, on est 19h36. Je vais finir à 19h30. Donc là, on est bon. Donc la suite, je vais vous appeler individuellement à partir de demain pour prendre un peu votre ressenti et, euh, et, euh, et voir si vous êtes ouvert à prendre un rendez-vous. On pourra se fixer ensemble donc un rendez-vous pour faire le bilan. Euh, et, euh, et on aura, Inch'Allah, l'occasion donc, individuellement de faire un état des lieux de la situation, des projets, et donc de faire cet audit euh, patrimonial qui est offert. Voilà, en tout cas, barakallahu fikum pour votre écoute, pour, euh, pour le temps que vous m'avez accordé. Euh, et puis, je vous dis à partir de demain par téléphone, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.